La violence de ces tempêtes est sans équivalent sur Terre. Les ouragans durent parfois plusieurs jours. Ils peuvent traverser les océans. Partout où ils passent, ils sèment la désolation. Au cœur de la tourmente, on trouve une zone de calme inattendue. C'est l'œil du cyclone. Les ouragans sont impitoyables, imprévisibles. Ce film nous révèle les secrets de ces caprices de la nature. Attention, mauvais temps sur la planète. Sur notre planète, la météo peut parfois frapper très fort. Voici le nec plus ultra en matière de tempête, les ouragans. Ce sont de vrais tueurs en série. Les ouragans détruisent les habitations par milliers, à l'aide d'un arsenal impressionnant. Vent, pluie et vagues. Ils ont déjà coûté la vie à des centaines de milliers de personnes dans le monde entier. Il faut dire que les ouragans ne lésinent pas sur les moyens. Ces tempêtes à grande échelle s'accompagnent des vents les plus rapides qu'on connaisse. En quelques jours seulement, un cyclone peut arroser une région entière avec l'équivalent d'une année de précipitations. Il peut aussi donner naissance à de véritables murs d'eau qui agitent les mers. L'homme a beau déployer tous ses efforts pour leur résister, il finit toujours par s'avouer vaincu, car la puissance des ouragans est sans limite. Les ouragans ne se ressemblent pas. Chacun a sa personnalité, son nom, ses caractéristiques propres. Chaque nouveau cyclone nous permet de mieux connaître leur composition, leur fonctionnement et les possibilités de prévention. Les ouragans peuvent inonder des régions entières, déchaîner les océans, ravager des villes. D'où leur vient cette puissance? Comment se forme-t-il? Un ouragan a besoin d'énergie, d'une source de chaleur capable d'alimenter son mouvement. Cette chaleur provient des océans chauds de notre planète. Les tempêtes cycloniques voient le jour sur les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Elles se forment généralement sur les eaux chaudes dont la température dépasse 26 degrés Celsius. De gros orages apparaissent alors. Ils convergent vers un même point et commencent à tourner sur eux-mêmes. La tempête s'organise. C'est alors que les conditions maritimes commencent à empirer. Les vagues se déchaînent et la vitesse du vent augmente brusquement. Lorsqu'on atteint des vents de force 12, au-delà de 117 km/h, on a affaire à un ouragan. Voici le secret de son fonctionnement. Les eaux maritimes chauffent l'air qui se trouve à leur surface, ce qui le pousse vers le haut. L'espace laissé vide se remplit d'air provenant des côtés, ce qui crée un courant ascendant. Le cœur de l'ouragan, qui fonctionne comme une pompe gigantesque, s'est ainsi mis en marche. On distingue 5 catégories d'ouragans. Un cyclone de force 1 se contente de déraciner quelques arbres, mais les plus violents provoquent des dégâts apocalyptiques. À partir de 251 km/h, on a affaire à un cyclone de catégorie 5, capable de rayer de la carte des villes entières.
Les véritables ouragans ne se produisent que dans l'Atlantique et dans le Pacifique Est. On en observe une quinzaine par an. Dans le Pacifique Ouest, ils sont appelés typhons. Le terme cyclone s'applique à tous les autres. Quel que soit leur nom, il s'agit dans tous les cas de tempêtes d'une force effrayante. Leur structure de base est toujours la même. Observons-la depuis le ciel. De l'extérieur, la tempête ressemble à la spirale dessinée par une galaxie. Si l'on pénètre dans cette tempête, on constate qu'elle s'intensifie avant d'atteindre la zone où les dégâts sont les plus importants. Cette zone est entourée d'une paroi de nuages. C'est le mur de l'œil. Il délimite ce petit point sombre, la zone de calme située au cœur de l'ouragan, l'œil lui-même. Ces tempêtes sont d'une force inimaginable. Les vents, tout d'abord, sont extrêmement violents. L'ouragan Andrew, par exemple, était relativement petit, mais s'est déchaîné avec une brutalité rare. Nous sommes en Floride, en août 1992. À l'approche d'Andrew, des millions d'habitants évacuent les lieux et se dirigent vers l'autoroute. Andrew progresse à la manière d'un bulldozer. Pas étonnant puisqu'il s'agit d'un cyclone de catégorie 5. Situé sur la côte tropicale de la Floride, Miami est en première ligne. Andrew ne s'arrête pas une seconde avant de s'attaquer aux banlieues de la ville. Cet ouragan restera dans les mémoires comme l'un des plus destructeurs. Il a causé plus de ravages que n'importe quelle autre tempête dans toute l'histoire des États-Unis, pour un coût total de 26 milliards de dollars. Plus de 25 000 foyers ont été détruits. Voilà qui nous donne une idée de la puissance des vents cycloniques. Chaque section de l'ouragan Andrew présentait des vents de nature diverse, susceptibles de causer différents types de dégâts. Vu d'ici, la structure d'un ouragan semble cohérente. Mais il suffit d'être au sol pour se retrouver dans un chaos indescriptible. Certaines rafales isolées dépassent largement les 270 km/h et elles ont parfois un effet inattendu sur les habitations. Le vent trace des sillons. Une maison ou un mobil-home peut s'envoler et la maison voisine être relativement épargnée. Examinons ces rafales de plus près. Stanley Goldenberg, météorologue, se trouvait lui-même au cœur des rafales soulevées par Andrew. On l'entend déjà rugir à l'extérieur. Voici le témoignage de Stanley, prisonnier de l'ouragan Andrew, dans la vidéo amateur qu'il a tournée à l'époque. On entend des objets voler un peu partout. Je suis certain qu'on n'est pas loin de vents de force 12. Nous étions ici pendant les pires heures de la tempête. Au début, nous nous trouvions dans l'entrée. Ensuite, nous avons essayé d'atteindre le garage, mais il s'était déjà envolé. Donc, nous nous sommes réfugiés dans la cuisine. Le toit a été arraché, projeté. Il s'est écrasé sur la maison des voisins qui étaient encore chez eux. Voilà à quoi ressemblait le quartier le lendemain, quand Stanley s'est risqué à sortir. Sa maison était un tas de ruines. Mais quelques mètres plus loin, certaines habitations étaient presque intactes. On voit bien sur ces images les sillons tracés par le vent. Cette destruction aveugle fait froid dans le dos. Mais le pire est encore à venir. Plus on s'enfonce dans la tempête, plus les conditions sont extrêmes. Le mur de l'œil se trouve pratiquement au cœur de la tourmente. C'est une colonne de nuages menaçants qui peut atteindre 13 km de haut. Le mur de l'œil est la zone de danger maximale. Pourquoi l'ouragan est-il plus intense lorsqu'on s'approche du centre? Son mouvement ressemble un peu à celui d'une patineuse. L'air qui pénètre dans le cyclone est en rotation, il forme une vrille.
Quand l'air se dirige vers le centre de l'ouragan, la rotation s'accélère, tout comme la patineuse qui replie ses bras vers le milieu de la spirale, ce qui lui permet de tourner plus vite. La vitesse de rotation est donc plus élevée au niveau du mur de l'œil qu'au bord d'un ouragan. Le mur de l'œil est la région la plus destructrice. Pour comprendre ce que cela signifie réellement, il nous faut quitter notre satellite et descendre au niveau du sol, à la rencontre d'un homme qui s'est trouvé dans le mur de l'œil de l'ouragan Andrew. Dans ce quartier résidentiel situé au sud du centre de Miami, en Floride, on a ressenti de plein fouet les effets dévastateurs d'Andrew. Le mur de l'œil est passé à cet endroit précis. Ici, il y avait une chambre, une autre à cet endroit-là, et la salle de bain était là. Le mur de l'œil détruit tout sur son passage. Mais on observe un phénomène étrange. À quelques mètres de ce déchaînement de violence règne un calme olympien. L'œil est une zone paisible. Le ciel bleu s'étale sur une distance pouvant atteindre 100 km. La rotation de l'ouragan repousse l'air de l'œil vers les bords. C'est la même force qui vous déporte vers l'extérieur quand vous êtes sur un manège. Elle contrebalance le souffle provenant du reste de la tempête. Le vide ainsi laissé se remplit d'air venu du haut, ce qui rend cette zone plus sèche et calme. Mais attention, le répit est de courte durée. La seconde paroi du mur de l'œil est en marche. Elle frappe sans prévenir, de toutes ses forces, à la manière d'un gauche-droite en boxe. Pour les structures déjà fragilisées au passage de la partie avant du mur de l'œil, c'est le coup de grâce. Résultat, certains survivants ont mis 3 jours à se frayer un chemin vers la sortie. Après le passage d'Andrew, il ne restait pas grand-chose debout. 90% des mobil-homes étaient détruits. 11 ans plus tard, on n'a quasiment rien reconstruit. Les vents violents provoqués par Andrew n'ont pas seulement affecté les maisons. Dans tout le sud de la Floride, des bateaux ont été rejetés sur les côtes, des avions éventrés. Les rafales d'Andrew dépassaient 320 km/h. Sur ces images, le vent souffle à 80 km/h. Il ne s'agit pas encore d'un cyclone. Nous sommes dans la catégorie 1. C'est un bébé ouragan. Des rafales de catégorie 2 peuvent vous faire dévaler la rue contre votre gré. Quant à la catégorie 3, des vents de cette force ne se contentent pas de déstabiliser les piétons et de les pousser en avant. Ils les font littéralement décoller. Ici, on forme des parachutistes. Leur apparente légèreté fait rêver, car leur allure est gracieuse, mais il faut savoir que les vents des ouragans peuvent atteindre 1,5 fois cette vitesse lorsqu'on y est exposé sans protection. Cela semble plutôt terrifiant. Quand des vents aussi violents circulent entre des gratte-ciel, ils peuvent littéralement renverser les passants. Et pourtant, ces rafales ne sont que l'une des armes fatales des ouragans. Si on pouvait prévoir les cyclones, on pourrait s'y préparer. Mais on ignore généralement leur trajectoire et à quelle vitesse souffleront les vents.
Voilà le type de questions auxquelles on tente de répondre au Centre national d'études sur les cyclones. Seul un tiers des ouragans de l'Atlantique finit par atteindre le continent, mais il est crucial de faire évacuer les habitants auparavant. Pendant 5 longues journées, les scientifiques et les météorologues ont essayé de définir quel serait le parcours d'Andrew. Comme l'ouragan se rapprochait dangereusement de la Floride, quelques 2 millions d'habitants ont été forcés d'évacuer les lieux. Une opération qui a coûté des millions de dollars. Mais quel aurait été le coût en vie humaine sans cela? Les prévisions bénéficient de la technologie moderne des satellites et des radars. Elles demeurent cependant approximatives. Leur marge d'erreur est de 160 km environ. Le trajet d'un ouragan est déterminé par toute une série de facteurs complexes, liés à la tempête en soi, mais aussi à l'atmosphère qui l'entoure. Difficile dans ces conditions de localiser précisément les cyclones. Voici les Hurricane Hunters, ou chasseurs d'ouragans. Ils ont décollé dès qu'Andrew a été localisé. Il n'y a pas 36 façons d'en savoir plus sur un ouragan. Il faut l'observer de l'intérieur, ce qui est très dangereux. Ces scientifiques, mandatés par le gouvernement américain, ont fait progresser nos connaissances. Mais les tempêtes conservent une longueur d'avance, tant leur nature est imprévisible. Ces avions légers foncent vers l'intérieur de l'ouragan et laissent tomber des sondes qui atterrissent au cœur de la tempête. Les sondes collectent des informations concernant la température, la vitesse du vent et l'humidité. Ces données sont utilisées pour prévoir le parcours suivi par le cyclone. On parle de trajectoire. On peut ainsi espérer déterminer où et avec quelle force il sévira. 3 jours avant d'atteindre la terre ferme, Andrew n'était qu'une simple tempête tropicale. Mais des vols d'observation ont rapidement révélé que cette tempête gagnait en puissance. Les scientifiques avaient besoin de savoir quelle intensité et quelle vitesse pouvait atteindre Andrew. Tandis qu'Andrew approchait des côtes de la Floride, les chasseurs d'ouragans ont dû arrêter les vols de reconnaissance. Par un temps pareil, le décollage et l'atterrissage sont beaucoup trop dangereux. Ces tempêtes font rage sur les océans qui les ont engendrées. Elles sont pourtant toujours insidieuses, imprévisibles. Seule une partie des ouragans parvient jusqu'à la terre ferme, mais c'est là qu'ils deviennent destructeurs. Le typhon Faye, en 1995, en transformant ses vagues en véritables béliers, a fait couler plus de 70 navires. Mieux vaut éviter le port coréen de Pusan lorsqu'un typhon se produit. Les énormes cargos que vous voyez étaient solidement amarrés. Mais cela n'a pas suffi. Celui-ci s'est détaché sous l'effet de la tempête et a fini sur les rochers. L'équipage n'avait plus qu'à s'accrocher au bastingage, mais certains de ses membres y ont laissé la vie. Comment expliquer la force de destruction des ouragans? C'est la force de friction entre l'air et la mer qui érige ces vagues monumentales. Or, à vitesse égale, les vagues provoquent des dégâts bien plus dramatiques que le vent. En effet, l'eau transporte presque 1000 fois plus d'énergie que l'air. Après le vent et les vagues, la troisième arme des ouragans est la pluie. Voyez plutôt les effets de l'ouragan Mitch, qui a déferlé sur l'Amérique centrale en 1998. Toute l'eau accumulée lors de la traversée des océans est retombée sous forme de pluie. La pluie est redoutable. Au fil des heures, elle se métamorphose en force destructrice, l'une des plus violentes de la planète. Les vents puissants de l'ouragan lui servent de moteur. Elle peut se faufiler dans la moindre fissure, la moindre crevasse.
et elle ne s'attaque pas qu'aux bâtiments. L'ouragan Mitch a sévi près d'une semaine dans le Honduras et le Nicaragua. Près d'1 mètre de précipitation est tombé dans la région. Mitch avançait lentement, à quelques kilomètres/heure seulement. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces précipitations ont causé autant de ravages. Cette saturation prolongée a gorgé d'eau les rivières qui sont sorties de leur lit, provoquant des inondations impressionnantes. Les constructions bâties sur des terrains pentus se sont trouvées exposées, à la merci des coulées de boue descendantes. Dans les vallées, les habitants n'étaient pas mieux lotis. Les rues de la capitale se sont transformées en rivières. Les immeubles ont été complètement balayés par l'eau. Le cratère du volcan Las Casitas s'est rempli d'eau de pluie provenant de l'ouragan Mitch. Quand il a débordé, une rivière de boue, de cailloux et de rochers s'est déversée sur la ville située en contrebas. Pourtant, les ouragans peuvent faire pire que ces inondations. Ils disposent d'autres armes, plus terrifiantes encore, qui dépassent de loin le vent, les vagues ou la pluie. On les appelle les ondes de tempête. Au cours d'un cyclone, le vent qui souffle vers la côte pousse l'eau devant lui, ce qui fait monter le niveau de la mer et donne naissance à une vraie montagne d'eau. On dirait qu'un mur de brouillard traverse l'océan. Mais ce n'est pas du brouillard. C'est une masse d'eau, parfois aussi haute qu'une maison, qui avance avec fracas vers le littoral. Une onde de tempête ne frappe pas à une seule reprise. Elle revient continuellement à la charge. Chaque nouvelle vague fait monter l'eau un peu plus haut et l'emporte plus loin sur la terre ferme. Et ce n'est pas tout. Ces vagues dévastent tout sur leur passage. Quand un ouragan atteint le sol, il provoque inévitablement une onde de tempête. Voici l'ouragan Camille, qui a frappé l'État du Mississippi en 1969. Et ici, le cyclone Gordon, qui a sévi au Mexique en l'an 2000. Il existe un endroit sur Terre où les ondes de tempête sont plus meurtrières encore. Le Bangladesh est l'un des pays les plus proches du niveau de la mer, mais aussi l'un des territoires les plus peuplés de la planète. Il borde le nord du golfe du Bengale. Ce bassin océanique est particulièrement vulnérable aux ondes de tempête. Le tracé du littoral amplifie les effets de l'onde de tempête, car il les concentre sur de faibles surfaces. Ici, on n'est pas près d'oublier le cyclone tropical 2B qui a frappé en 1991. Dès sa formation, les météorologues ont su qu'il s'agirait d'un ouragan géant. Il lui a fallu une semaine pour atteindre sa puissance maximale. Ce cyclone de catégorie 5 faisait impitoyablement en route vers le nord. Il a envahi le golfe du Bengale et provoqué une élévation de 8 mètres du niveau de la mer. Pendant plus de 8 heures, l'onde de tempête a submergé des régions habitées. Sur les 120 000 habitants de l'île de Koutoubdia, quelques 30 000 ont trouvé la mort. Quand l'onde de tempête du typhon 2B a atteint de plein fouet Chittagong sur le continent, elle a tué près de 150 000 personnes. 10 millions d'habitants ont dû quitter les lieux. Une onde de tempête est extrêmement meurtrière. Elle sème le chaos et anéantit des milliers de vies. Tout cela pour quelques degrés de trop dans l'eau des océans.
Voici l'ouragan George, qui a sévi aux Caraïbes pendant 11 jours en septembre 1998. Le destin de George illustre bien les étapes de la vie d'un cyclone. Tous les ouragans naissent sur les mers. Ils puisent leur énergie dans leurs eaux chaudes. Lorsqu'ils atteignent le rivage, leur chaleur diminue et ils commencent à perdre en puissance. Mais George, lui, était un champion d'endurance. Il n'a commencé à donner des signes d'apaisement qu'en atteignant les îles de Porto Rico et Haïti. En arrivant sur la terre ferme, on le voit ici, la tempête se calmait un peu. Mais George retournait immanquablement vers la mer pour reprendre de plus belle. Leur énergie, les ouragans la trouvent sur l'eau. La terre, pour eux, est synonyme de disette. Comment cette énergie se propage-t-elle de l'eau à l'air? Pour le comprendre, réalisons notre propre ouragan, en miniature bien sûr. Cet anneau liquide représente la mer, au-dessus de laquelle une soufflerie propulse de l'air à un niveau de force 12. Des vagues apparaissent dès que l'air atteint la force 8. En s'écrasant, elles projettent des gouttelettes dans l'air. L'eau, transformée en gouttelettes, transfère sa chaleur à l'air. Et cette chaleur, à son tour, nourrit les rafales de l'ouragan. Regardez, lorsque l'on atteint des vents de force 12, l'eau est pleine d'air. L'air est gorgé d'eau. La frontière entre les deux éléments s'efface quasiment. En moyenne, un ouragan produit autant d'énergie que l'ensemble des centrales électriques de la planète. Lorsque l'ouragan se rapproche du continent, c'est le début de la fin. Sa source d'énergie est coupée. Il est en passe de mourir. George a cessé d'être un cyclone en progressant plus en avant vers l'Amérique du Sud. Lorsqu'un ouragan perd de son intensité, il passe une nouvelle fois par les phases de sa montée en puissance. Tempête tropicale, dépression tropicale plus faible. À terme, il se désagrège. Au cours de leur existence, les ouragans ne se contentent pas de semer la désolation. On peut même leur attribuer un effet positif. En se déplaçant presque toujours de l'équateur vers les tropiques, ils contribuent à rafraîchir la température de ces régions. Après le passage d'un cyclone, la mer rafraîchit de quelques degrés. La chaleur recueillie par les ouragans dans la mer est transférée vers les régions polaires, plus froides, ce qui réduit la différence de température entre les régions chaudes et froides du globe. Ce phénomène assure donc une forme de climatisation planétaire, ce qui signifie que les cyclones ne sont pas près de disparaître. Il nous faut apprendre à les maîtriser, et nous en avons les moyens. Nous sommes dans l'océan Pacifique Sud, sur l'île de Tikopia, où le cyclone Zoé a sévi au début de l'année 2003. Un exemple qui nous montre comment l'homme sait s'adapter et vivre avec les cyclones. L'ouragan Zoé présentait des vents parmi les plus violents jamais observés dans cette région du monde, 340 km/h. Mais quand Zoé a atteint l'île de Tikopia, il n'a pas causé de pertes humaines. Il faut dire qu'à Tikopia, on connaît les dangers des cyclones depuis des siècles. Les habitants ont mis au point leur propre technique de survie. On ne dénombre que 1500 habitants sur cette île.
Utilisant les chemins tracés par leurs ancêtres en pareilles occasions, ils ont rejoint les grottes situées dans les hautes terres. Le premier étranger à atterrir ici après la tempête a filmé ces images des habitants sortant de leurs abris. Mais l'expérience d'une petite île lointaine peut-elle être utile au reste du monde? Ce chercheur étudie les effets des ouragans sur les terres marécageuses de la Louisiane, à l'extrême sud des États-Unis. Il veut comprendre comment la nature réagit aux cyclones. La meilleure méthode est de l'étudier depuis le ciel. L'ouragan Lily a frappé en 2002. Avant la construction de la Nouvelle-Orléans, l'ensemble du delta du Mississippi ressemblait à ceci. De vastes terres humides, vertes et riches. En plein sur la trajectoire des ouragans, immeubles et villes ont été balayés par les cyclones. Pendant des siècles, ces prairies ont encaissé la fureur des ouragans, sans pour autant être dévastées. Elles se sont adaptées. Regardez ces canaux de forme allongée. Ils étaient inexistants il y a quelques siècles. Vous vous souvenez des effets de l'ouragan Andrew sur Miami? Les vents forment aussi des sillons sur les éléments naturels. Les rafales, d'une force incroyable, peuvent repousser les terres marécageuses. L'ouragan Lily est allé jusqu'à retourner la couche supérieure du sol. L'onde de tempête l'a fait flotter comme un bateau et l'a fait glisser sur les marécages. Lorsqu'il rencontre un obstacle, il se retourne. Sous la boue, il y a de l'herbe. Le vent peut comprimer le sol comme un accordéon et littéralement plisser la couche supérieure. Mais les marécages demeurent. Ils supportent le passage d'un ouragan. Ils le mettent même à profit pour se reconstituer. La nature sait généralement s'accommoder des agressions provenant des ouragans. Mais malheureusement, 11 des 15 plus grandes villes du monde sont situées en zone côtière. Des millions d'habitants sont ainsi exposés aux cyclones. Tout le monde ne peut pas se réfugier dans une grotte sous une colline. Il faut alors opter pour une maison résistante aux ouragans. Dans les régions où ces caprices de la nature constituent un réel danger, les habitants construisent en envisageant le pire. Voyons quels peuvent être les effets d'un ouragan sur les habitations. Fort heureusement, ceux qui vivaient là ont trouvé refuge ailleurs. Le talon d'Achille des mobile homes, c'est l'absence de fondation. Elles sont seulement amarrées au sol. Si ce lien est rompu, voilà ce qui peut se produire. Le vent peut déchiqueter des maisons en dur. Ce caméraman s'en est plutôt bien sorti. Le vent a emporté le toit et menace d'abattre le bâtiment tout entier. Pour accomplir leur sinistre besogne, les ouragans utilisent tous les moyens qu'ils trouvent. Ici, de la tôle ondulée s'est encastrée dans un arbre. Et regardez ce que cette planche a fait à cette maison. Imaginez ce qui se serait passé si quelqu'un s'était trouvé sur son passage. Cette équipe d'ingénieurs simule un ouragan. Le projectile test est propulsé à une vitesse de force 12. Il s'agit d'un matériau de toiture classique.
Essayons encore une fois avec un matériau de toiture spécial ouragan. Un investissement qui n'est pas superflu dans les pays exposés à ces phénomènes. Cette équipe est en train de déconstruire une maison, un peu comme le fait une tempête, mais à l'aide d'une grue. Ce test permettra d'améliorer les foyers construits pour protéger des cyclones. Ces clous spéciaux, par exemple, sont striés et supportent une pression 2 fois supérieure à des clous ordinaires. La résistance à l'eau est testée à l'aide de souffleries à grande échelle. Lorsque le vent atteint une maison et passe au-dessus du toit, sa vitesse augmente et il risque d'arracher la toiture. Une simple fenêtre ouverte peut avoir des effets désastreux. Beaucoup de gens tapissent leurs fenêtres de ruban adhésif, mais ce n'est pas toujours très efficace en cas d'ouragan. En revanche, un vitrage résistant au choc empêche les débris de voler, même s'ils se brisent. Il s'agit de 2 couches de verre séparées par une couche de plastique. Ce type de protection est indispensable dans une région exposée aux cyclones. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Comme de nombreux grands centres urbains du monde, la ville se trouve à proximité de la côte, à la merci des ouragans. Pour ce chercheur, il y a là un danger potentiellement colossal. Si un cyclone de catégorie 4 devait atteindre la Nouvelle-Orléans, il pense que ce serait apocalyptique. En octobre 2002, l'ouragan Lily était en route pour la Louisiane. On pouvait s'attendre à une véritable catastrophe avec ce cyclone de catégorie 4. La Nouvelle-Orléans est non seulement située sur le chemin emprunté par les ouragans, mais elle est aussi entourée d'eau, maintenue jusqu'à 2 mètres au-dessous du niveau de la mer. La ville est enserrée entre le fleuve et le lac. Voici les digues. Ces barrages géants formant un système de défense contre les inondations autour de l'agglomération. Ici, les maisons sont à quelques mètres à peine de l'eau. Ce système de digues conduirait sans doute une onde de tempête droit au cœur de la ville. On trouve aussi autour de la Nouvelle-Orléans une multitude d'usines chimiques et de raffineries de pétrole. Les experts ignorent ce qui leur arriverait si un ouragan passait par là. Les rues seraient sans doute envahies par les produits chimiques toxiques et l'essence. Mais plus grave encore, les voies de sortie pourraient se trouver bloquées. Les chaussées constituent la principale façon de quitter la ville. Selon des calculs prévisionnels, une onde de tempête de catégorie 5 pourrait recouvrir la route de près de 2 mètres d'eau. La Nouvelle-Orléans est donc un désastre en puissance. Alors, pourquoi cette catastrophe annoncée n'a-t-elle pas eu lieu lors de l'ouragan Lily en 2002? Une théorie étonnante circule, qui suggère que la meilleure protection contre un ouragan serait 2 ouragans. Regardons ce qui se passe lorsqu'un cyclone suit immédiatement la trajectoire d'un de ses semblables.
En bleu, on voit que le premier ouragan a prélevé toute la chaleur de l'océan et laissé l'eau froide derrière lui. Le cyclone suivant n'a plus rien à en extraire. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que c'est ce qui a pu se produire en 2002, près de la Nouvelle-Orléans. Isidore, un ouragan déjà en déclin, traversait le golfe du Mexique. Lily, un violent cyclone de catégorie 4, le suivait de près. Mais au lieu de grossir sur une mer chaude, Lily s'est soudain rétractée juste avant d'atteindre la côte. Isidore est sans doute à l'origine de ce phénomène. Lily n'a frappé qu'avec la force d'un ouragan de catégorie 1. Tout est bien qui finit bien. La Nouvelle-Orléans n'est pas la seule ville à être ainsi exposée. Au cours des dernières décennies, la plupart des zones littorales du monde ont connu un développement urbain exponentiel. Voici Galveston, au Texas. Il y a un siècle environ, le pire ouragan de l'histoire des États-Unis y a fait 8000 victimes. Aujourd'hui, la population côtière compte plusieurs milliers d'habitants supplémentaires, et l'enjeu est d'autant plus important. Non seulement les ouragans ont plus de villes à détruire, mais il semble qu'il y ait aussi davantage de cyclones. De nombreux scientifiques ont en effet noté une augmentation des températures à l'échelle mondiale. La chaleur augmentant dans l'atmosphère, il se pourrait qu'il y ait davantage d'ouragans et qu'ils soient plus violents. Le 21e siècle pourrait être celui des cyclones. Les chercheurs veulent déterminer si, oui ou non, les ouragans tendent à être plus violents. Pour cela, ils explorent un lieu inhabituel. Les relevés concernant la force des ouragans qui datent d'avant 1900 sont peu fiables. La période d'observation est donc trop réduite pour confirmer la thèse du changement climatique. Mais il existe des archives météorologiques très complètes, et notre scientifique s'apprête à les consulter. Cette forêt se trouve en Louisiane, aux États-Unis, soit au beau milieu d'une région à ouragan. C'est peut-être ici que se trouve la clé. Située relativement loin de la mer, cette forêt porte les traces d'une longue bataille contre le vent. Ces arbres sont retournés, leurs racines se retrouvent à l'air libre. La façon dont ils sont tombés porte à croire qu'ils ont été victimes de la saison cyclonique 2002. On effectue un prélèvement au cœur d'un arbre. Les scientifiques percent jusqu'au centre des troncs pour recueillir un échantillon des différentes courbes dendrochronologiques. Ils peuvent ainsi reconstituer les différentes étapes de la vie d'un arbre, année après année. Les arbres n'oublient rien. Certains d'entre eux étaient déjà là quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Même si un arbre ne perd que ses feuilles au cours d'un ouragan, il en portera les traces dans son développement. Cet échantillon de bois contient toute l'histoire des ouragans qui ont frappé la région. On espère qu'il permettra de savoir combien de cyclones ont sévi par ici, quelle était leur intensité, année après année, sur plus d'un siècle. Ces échantillons d'arbres peuvent aider à déterminer si la force des ouragans augmente sur le long terme. Voilà qui pourrait avoir des implications mondiales. Les courbes plus minces ou manquantes peuvent refléter les dégâts d'un ouragan. Si le réchauffement de la planète se poursuit, le danger provenant des cyclones pourrait se faire plus pressant. Certains scientifiques estiment que nous devrions riposter au lieu de nous défendre contre les ouragans. Il faudrait tenter de les arrêter dans leur course, de manipuler la météo. Mais ces expériences n'ont jamais été très concluantes. Les chercheurs essaient plutôt de frapper la tempête, là où elle est vulnérable. Cette équipe de l'Institut technologique du Massachusetts de Boston s'est procuré un ouragan artificiel pour étudier la façon dont il puise son énergie dans la mer. Leur stratégie ? Bloquer la tempête là où elle se forme.
L'idée serait de répandre une couche d'huile de l'épaisseur d'une molécule sur la surface de l'océan, ce qui empêcherait l'ouragan de puiser la chaleur dans la mer et permettrait de le contenir. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais de nombreux scientifiques doutent qu'il soit possible de rendre cette solution opérationnelle. On envisage aussi d'utiliser des granulés aux pouvoirs absorbants hors du commun. Les chercheurs y voient le moyen de débarrasser l'atmosphère de son humidité. L'idée serait cette fois de répandre par avion un nuage de granulés dans un ouragan. Les granulés absorberaient l'humidité en traversant le nuage. L'équipe vise la face la plus faible de l'ouragan. Si l'on parvient à l'éliminer, on peut espérer enrayer ce fameux mouvement en spirale. C'est un peu comme utiliser du papier buvard pour éponger la tempête. Certains sont sceptiques, mais d'autres y voient au contraire une solution d'avenir. Pour l'heure, nous devons nous contenter d'admirer la puissance des ouragans. Ces tempêtes sans pareil qui sillonnent les océans comme s'il s'agissait de vulgaires piscines. Ces phénomènes géants contribuent à réguler la température de la surface du globe. Mais ils menacent les villes côtières, voire des pays entiers, et entraînent mort et destruction. Il est impossible de les arrêter, et très délicat de les comprendre réellement, ou de les prévoir. À côté, l'homme est bien peu de choses. Aucun doute, les ouragans ont bien leur place parmi les plus grands caprices de la nature.